Bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant les systèmes d'exploitation temps réel, on va aborder plus en détail les types de noyaux temps réel, les caractéristiques des tâches ainsi que le fonctionnement du scheduler ou gestionnaire de tâches, l'ordonnanceur. On va finir par la description des trois principaux algorithmes d'ordonnancement des tâches. Alors concernant les noyaux temps réel embarqués, on distingue deux principaux types. Le premier, ce sont les noyaux préemptifs. Alors le principe, c'est si une tâche de priorité faible est en cours d'exécution et qu'une interruption routine se produit et rend une tâche de priorité plus élevée, il la rend prête, alors la tâche de priorité élevée est exécutée et la tâche qui était en cours est suspendue. Cette dernière reprendra quand la tâche de priorité plus élevée aura fini son exécution. C'est ce qu'on appelle la préemption, c'est-à-dire on arrête la tâche de faible priorité et on privilégie l'exécution de la tâche de haute priorité. Alors, un exemple de ces noyaux, il y a le microservice 2, le FreeRTOS, donc ce sont des noyaux open source. Nous, dans le TP, on va aborder le FreeRTOS. Il y a le OSSEC VDX qui est un noyau temps réel utilisé dans le domaine de l'automobile. Alors, le deuxième algorithme, le deuxième type de noyau temps réel, ce sont les noyaux collaboratifs ou non préemptifs. Alors, pour ces noyaux, si une tâche de priorité faible est en exécution et qu'une interruption se produit et rend une tâche de haute priorité, c'est-à-dire de priorité élevée, il la rend prête. Alors, la tâche qui était en cours d'exécution va terminer son exécution cette fois, même si elle est de faible priorité, donc elle va terminer son exécution, et c'est à la fin que la tâche de haute priorité prendra la main et pourra s'exécuter. Donc c'est ce qu'on appelle les noyaux collaboratifs. Il n'y a pas de préemption. Un exemple, le noyau de temps réel propriétaire Salvo qui est utilisé dans le domaine des nanosatellites. Alors cependant, il existe un ancien algorithme simple, fiable et très utilisé dans les systèmes d'exploitation temps réel et il est adapté au processus travaillant en temps partagé. Il s'agit de l'algorithme round robin ou l'algorithme rotatif. Alors, le principe, c'est que toutes les tâches sont mémorisées dans une file d'attente FIFO, first in, first out. Donc toutes les tâches qui sont prêtes à être exécutées. Et on va allouer, donc à chaque tâche, on va lui allouer un quantum de temps d'exécution qui est fixe entre 10 millisecondes et 100 millisecondes en fonction des cas de figure. Alors ça veut dire par exemple ici, donc c'est la tâche A qui aura la main en premier et elle va s'exécuter pendant ce quantum. Alors la préemption de l'exécution se fera après l'écoulement du quantum, c'est-à-dire après l'écoulement du quantum. Cette tâche reprendra sa place en fin de liste d'attente et c'est à la tâche B de s'exécuter pendant le même quantum. Donc il y a un temps partagé, c'est-à-dire 10 millisecondes pour la tâche A, puis 10 millisecondes pour la tâche B, puis 10 millisecondes pour la tâche C, ainsi de suite, en supposant que le quantum est 10 millisecondes. Maintenant, si par exemple une des tâches se bloque ou se termine avant la fin de son quantum, alors le processus est immédiatement à ce moment-là alloué à la tâche suivante dans la file d'attente. Donc on ne va pas attendre la fin de quantum. Alors l'avantage, c'est que les longs processus, les tâches longues ne vont pas retarder excessivement l'exécution d'une autre tâche. Donc ça veut dire, même si la tâche a besoin de 20 millisecondes, on lui va lui donner uniquement 10 millisecondes. Elle va terminer son exécution dans le prochain slot temporel qu'on va lui associer. Et ça offre l'illusion que les tâches sont exécutées simultanément. 10 millisecondes, 10 millisecondes, 10 millisecondes. Donc nous, à notre échelle de la seconde, on a l'impression qu'ils s'exécutent en même temps. C'est ce qu'on appelle le pseudo-parallélisme. Sachant que le seul cas où deux tâches ou plus peuvent s'exécuter en parallèle, c'est quand on a une architecture multiprocesseur. Maintenant, le point important dans ce type d'algorithme, c'est le choix du quantum qui est important. Alors, s'il est trop grand, donc l'augmentation du temps de réponse d'une tâche, donc on va attendre, même si la tâche elle est simple, ça veut dire une tâche qui a besoin de 2 millisecondes, on va lui associer 100 millisecondes. Donc, ça veut dire
il y a un surdimensionnement du quantum. Ou, par contre, il est trop court. Et là, il y aura une perte de temps dans la commutation de contexte. Alors, c'est quoi la commutation de contexte? On l'a vu dans le premier chapitre. C'est quand on passe de l'exécution d'une tâche vers l'exécution d'une autre tâche. Donc, à ce moment-là, le contexte, la première tâche, c'est-à-dire les données seront sauvegardées dans sa mémoire RAM, sa pile et ainsi de suite. Et on va recharger le contexte de la nouvelle tâche en consultant le registre PC pour savoir où se trouve son code et bien sûr le registre SP pour savoir sa pile. Donc ce changement de contexte, donc il y aura beaucoup de perte de temps par rapport au quantum. Donc le réglage correct, c'est-à-dire il faut prendre un quantum qui est égal à 5 fois la durée de commutation de contexte. Donc ça c'est la règle générale. Alors maintenant concernant les caractéristiques des tâches, alors, les types de tâches qui sont gérées par un scheduler ou un ordonnanceur, on peut les classer selon deux principaux critères. Le premier critère, c'est la périodicité. Donc ainsi, on distingue les tâches périodiques ou cycliques. Ce sont des tâches qui vont s'exécuter périodiquement selon une période bien définie, euh, qui est gérée bien sûr par l'ordonnanceur. Exemple de ce type de tâche, par exemple l'acquisition des informations d'un capteur. Donc cette acquisition se fera à intervalles réguliers pour faire de l'asservissement ou de la régulation ou de l'affichage. Donc la plupart des tâches d'acquisition seront des tâches périodiques. Il y a aussi les tâches apériodiques, c'est-à-dire ce sont des tâches qui vont s'exécuter à intervalles irréguliers, c'est-à-dire ils peuvent s'exécuter à n'importe quel instant. En général, ils s'exécuteront en réponse à une interruption. Par exemple, c'est le principal vecteur d'activation de ces tâches. Ça peut être une interruption interne ou une interruption externe. Par exemple, la tâche pour déclencher l'essuie-glace, c'est la présence de la pluie. Donc il y aura un capteur de pluie, il va détecter la présence de la pluie et il va déclencher cette tâche, qui est bien sûr une tâche apériodique. Donc ça, c'est le premier critère de classement. Il y a un deuxième critère, c'est la dépendance entre les tâches. Et là, on va distinguer entre les tâches qui sont indépendantes, c'est-à-dire l'ordre d'exécution, il est quelconque, donc il n'y a pas une dépendance entre les tâches. Il y a les tâches qui sont dépendantes, c'est-à-dire il y a en général des contraintes de précédence, c'est-à-dire le cas où une tâche doit attendre qu'une autre ait fini son traitement pour pouvoir commencer le sien. Donc ça, c'est la précédence et ce qu'on appelle la dépendance. Donc ça peut être par exemple une tâche d'affichage, qui a besoin d'afficher une information. Et pour afficher cette information, on a besoin qu'une autre tâche qui va acquérir cette information. Donc je veux afficher la température, donc j'aurai deux tâches. Une tâche pour acquérir la température et une tâche pour afficher la température. L'affichage ne peut pas avoir lieu si la tâche d'acquisition n'a pas fini son travail. Ça, c'est un exemple grossier. Maintenant, pour préparer l'étude des algorithmes d'ordonnancement qu'on va voir après, chaque tâche sera caractérisée par trois principaux paramètres. Donc le premier, c'est l'instant de réveil de la tâche. Donc l'instant de réveil, c'est-à-dire l'instant où elle deviendra prête à être exécutée. Premier paramètre. Deuxième paramètre qu'on connaît, c'est la durée d'exécution de la tâche. Calculée bien sûr en temps processeur. Combien de cycles d'horloge aura besoin de cette tâche pour s'exécuter, sa durée d'exécution. Et le troisième paramètre qu'on connaît, c'est les trois premières hypothèses. Premier, c'est l'instant de réveil. Deuxième, la durée d'exécution. Et la troisième donnée qu'on connaît, c'est le délai critique, c'est-à-dire le délai au-delà duquel le résultat est jugé comme non pertinent. C'est lui qui va fixer ce deadline. Ça veut dire que c'est lui qui va fixer le deadline, c'est-à-dire le deadline, c'est l'instant de réveil plus le délai critique. Et on a deadline. L'exécution doit se terminer avant ce deadline. Maintenant, est-ce que la tâche s'exécutera au même moment, au même instant que son réveil? Non, ce n'est pas toujours le cas. Donc on voit bien ici qu'elle s'est réveillée ici et elle a démarré son exécution ici, le start. Alors pourquoi? Ça peut être par exemple un problème de préemption. C'est-à-dire quand la tâche est devenue prête, il y avait une autre tâche plus prioritaire qui était en train d'être exécutée. Donc à ce moment-là, elle doit attendre
jusqu'à ce que la tâche qui était en train d'être exécutée et qui était plus prioritaire finisse son exécution, et là, elle pourra démarrer. Alors, quand elle démarre, puisque je connais le temps d'exécution CI, je connaîtrai automatiquement la date de fin d'exécution, c'est-à-dire l'instant où il va finir son exécution. Alors, dès qu'il va finir son exécution, bien sûr, cet instant-là doit être avant le deadline. Donc, il va définir ce qu'on appelle le temps de réponse. C'est-à-dire le temps de réponse, c'est la différence entre l'instant de fin d'exécution et pas l'instant de départ, mais l'instant de réveil. C'est-à-dire F moins l'instant où il s'est réveillé. C'est ça le temps de réponse. Il doit être inférieur au délai critique pour dire que les échéances ont été respectées. Alors, bien sûr, vu ces données, on peut définir ce qu'on appelle la laxité nominale, c'est-à-dire la différence entre le délai critique et le temps d'exécution. Cette différence qu'il y a entre les deux va nous donner le retard maximal que peut se permettre cette tâche. Le retard maximal qu'elle peut se permettre avant la fin de son échéance. Bien sûr, il y a un quatrième paramètre qu'on peut ajouter, c'est la période, dans le cas où la tâche est périodique, bien sûr. En résumé, on va distinguer trois types de tâches. Les tâches qui sont apériodiques. Ils sont représentés par un tuplet, c'est-à-dire l'instant de réveil de la tâche, la durée d'exécution de la tâche et le délai critique de la tâche. Deuxième type, ce sont les tâches périodiques. Ils sont représentés ou paramétrés par un quadruplet. L'instant de réveil de la première instance de la tâche, la durée d'exécution de la tâche, le délai critique et la période. Donc voilà un exemple de représentation d'une tâche périodique. Donc ça c'est R0, l'instant de réveil de la première tâche, l'instant de réveil de la première instance, l'instant de réveil de la deuxième instance, ainsi de suite. Ça, c'est le deadline de la première instance. Et on remarque, j'ai oublié d'indiquer un point, c'est que la norme, c'est que les instants de réveil sont représentés par des francs montants, des flèches vers le haut, et les deadlines sont représentés par des flèches vers le bas. Donc c'est ça la normalisation pour la représentation. Alors le troisième type de tâches avec lesquelles on va travailler, ce sont des tâches à échéance sur requête. Donc ce sont des tâches périodiques pour lesquelles le délai critique est également la période. C'est-à-dire la période de la tâche, c'est son délai critique, ou l'inverse. Le délai critique de la tâche, c'est sa période. Donc ça s'applique généralement aux tâches d'acquisition des capteurs, par exemple, acquérir la première instance, la valeur d'un capteur à l'instant R0, doit se faire avant l'acquisition de la deuxième valeur du même capteur. Donc ça veut dire, remarquez ici, il y a une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Une flèche vers le bas parce que c'est le deadline et en même temps l'instant de réveil de la prochaine instance. Donc ça, ce sont des tâches à échéance sur requête. Donc, quand on va aborder les algorithmes, on va travailler avec ces types de tâches. Donc, alors maintenant, un des critères, toujours en concernant les tâches, un des critères qui vont influencer l'ordonnancement des tâches dans un processus, c'est la priorité de la tâche. Et là, plus une tâche est importante et critique du point de vue temporel généralement, plus la priorité qu'on va lui assigner sera élevée. Alors ces priorités-là, ils peuvent être statiques, c'est-à-dire ils seront fixés au départ, donc au démarrage du noyau, temps réel, et ils ne changeront pas pendant l'exécution de l'application. Et il y a les priorités dynamiques, ça veut dire ils peuvent changer pendant l'exécution de l'application. Et on va voir que les algorithmes qu'on va aborder, il y a ceux qui sont spécifiques aux tâches statiques, et il y a ceux qui peuvent traiter les tâches à priorité dynamique. Maintenant, durant l'ordonnancement d'un processus, une tâche peut basculer entre plusieurs états. Il y a plusieurs états et la tâche peut basculer entre ces états en fonction bien sûr de l'ordonnancement. Généralement, à sa création, la tâche est prête à être exécutée. Mais elle ne va pas s'exécuter automatiquement. Quand est-ce qu'elle passera à l'état en cours d'exécution si elle est de haute priorité? Maintenant, si bien sûr une interruption arrive, il se peut que par préemption,
ça veut dire elle va perdre la priorité, ça veut dire il y a une autre tâche qui est devenue prête. À ce moment-là, une autre tâche plus prioritaire qui est devenue prête. Donc à ce moment-là, donc, par préemption, elle revient dans l'état prêt et sort d'état en cours d'exécution. Ça, c'est la première raison pour sortir de l'état en cours d'exécution. Il y a une deuxième raison, par exemple, il y a une ressource qui est indisponible. C'est-à-dire la tâche a besoin d'une donnée et cette donnée n'est pas disponible. Donc à ce moment-là, elle passe à l'état bloqué. Donc quand elle est à l'état bloqué, elle peut soit, quand la ressource devient disponible, soit revenir à l'état prête, s'il est de faible priorité, soit revenir directement à l'état en cours d'exécution si elle est de haute priorité. Donc grosso modo, une tâche elle est soit prête en attente d'exécution, soit en cours d'exécution, soit elle est bloquée. On peut la bloquer intentionnellement par des instructions, comme elle peut être bloquée à cause d'une ressource qui est indisponible. Maintenant, il y a un état qui est un petit peu spécial, c'est l'état dormant. Donc là, la tâche n'entre pas dans l'ordonnancement, c'est-à-dire elle n'entre pas en compte pour l'ordonnancement. Et là, c'est équivalent à une tâche dont on n'a pas créé le TCB. Si vous vous rappelez bien le TCB, Task Control Block. Donc on a dit que créer une tâche, c'est pas écrire son code, si vous vous rappelez bien, mais c'est plutôt créer le TCB correspondant, sa carte d'identité. Et une fois le TCB créé, ça veut dire maintenant, elle peut être prise en compte par l'ordonnanceur et elle peut prendre l'un de ces trois états. Mais sans ce TCB, c'est une tâche avec un code qui est là, mais qui est dormante. Alors, en général, le noyau va fournir une interface logicielle, un API, pour réaliser les opérations sur les tâches, comme la création d'une tâche, c'est-à-dire créer le TCB, supprimer une tâche, supprimer son TCB, changer la priorité d'une tâche, changer l'état d'une tâche. Comme je vous ai dit, donc on peut bloquer une tâche, c'est-à-dire par fonction logicielle. Et là, on va voir ces différents services. Une fois, on va attaquer un noyau de temps réel dans les travaux pratiques, à savoir FreeRTOS. Et là, on va voir les fonctions qui permettront de faire ces différentes fonctionnalités. Maintenant, on va attaquer, une fois on a vu les caractérisations des tâches, les différents états et tout ça, on va parler un peu du principe de fonctionnement des gestionnaires de tâches, c'est-à-dire des schedulers. Donc, le scheduler, il a un rôle très important au sein d'un noyau, ou le gestionnaire de tâches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette gestion, elle est réellement confiée à deux entités, pas un seul. On a l'habitude de parler de ordonnanceur scheduler, mais en réalité, il y a deux entités qui sont mises à contribution. La première, c'est l'ordonnanceur, comme on a vu. Alors, l'ordonnanceur, donc, scheduler, donc lui, il va ce qu'on appelle créer des listes. Donc, il va créer des listes d'attente où il va regrouper les tâches qui sont prêtes, les tâches qui sont bloquées. Et donc, par exemple, la liste d'attente des tâches qui sont prêtes, il va les classer par ordre de priorité, suivant la politique d'ordonnancement. Et il va se baser sur les descripteurs de tâches, c'est-à-dire sur les TCB, pour dire voilà la tâche qui est plus prioritaire qu'une autre. Maintenant, la deuxième entité qui va entrer en jeu, c'est le dispatcher, le répartiteur. Donc, alors ce répartiteur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, si je regarde ce schéma, donc on a ici les listes d'attente. Les listes d'attente qui sont bloquées à cause d'une ressource manquante ou à cause du programmeur. Et il y a une liste d'attente des processus qui sont prêtes à être exécutés. Qui est-ce qui gère ces listes d'attente? C'est le scheduler. C'est lui qui les classe et qui est par ordre de priorité en fonction, bien sûr, de la politique d'ordonnancement. Alors, que fait le dispatcher? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe uniquement du changement de contexte, c'est-à-dire c'est lui qui va communiquer directement avec le processeur. Donc, ça veut dire il va prendre la première tâche que lui a préparée le scheduler, qui est la tâche de plus haute priorité, qui est prête. Donc, il va charger son contexte ici. Bien sûr, c'est quoi charger son contexte? C'est-à-dire il va consulter le PC pour savoir où se trouve le programme que va exécuter le processeur. Et il va consulter le SP pour savoir où se trouve la zone mémoire pile. Donc là, une fois le quantum ou le time slice du scheduler,
Donc là, le scheduler va se réveiller et va va effectuer un reclassement des différentes files d'attente en fonction du changement des états des tâches. Est-ce qu'ils sont toujours prêtes? Est-ce qu'ils sont devenus bloqués? Est-ce qu'il y a des ressources manquantes? Et là, il fait un reclassement des différentes listes d'attente et le répartiteur consulte à nouveau la liste d'attente des processus éligibles. Si la tâche qu'il était en train d'exécuter est toujours celle qui est prioritaire, donc il n'y aura aucun changement de contexte. Mais s'il se rend compte qu'il y a une nouvelle tâche qui est devenue prête et qui est plus prioritaire, là, il va faire un changement de contexte. C'est-à-dire qu'il va sauvegarder toutes les variables de la première tâche qui était en train d'exécuter le processeur, il va la sauvegarder dans la pile. Il va restaurer le nouveau contexte à partir du TCP. C'est-à-dire le scheduler et le dispatcher travaillent en concert. Donc là, il y a une figure qui montre plus explicitement ce principe. Donc là, il y a le CPU, ça veut dire le processeur. Là, il y a les différentes listes d'attente qui sont gérées par le scheduler. Donc il y a les tâches dormantes, vous voyez bien, donc ils ne sont pas prises en compte dans l'ordonnancement. Ce sont des tâches dont le TCB n'a pas été créé. Et là, ce sont les TCB des différentes tâches. Donc le scheduler, qu'est-ce qu'il fait le scheduler? Il gère le classement et l'ordonnancement, c'est pas l'ordonnancement, mais le classement des tâches, des files d'attente. Donc il y a la file des tâches qui sont en attente et il y a la file des tâches qui sont prêtes. Donc il va gérer leur classement en fonction de la priorité. Il va se baser sur ça, sur le TCB. Par exemple, il va consulter la variable état pour savoir est-ce que la tâche elle est prête ou elle est bloquée. C'est comme ça qu'il arrive à savoir les tâches qu'il va mettre ici et les tâches qu'il va mettre ici. Maintenant, comment il va classer les tâches prêtes dans cette file d'attente? Là, il va consulter la priorité des différents TCB. Il va les classer par ordre de priorité. Maintenant, qui s'occupe de charger le contexte dans le CPU? C'est quoi le contexte? Ça veut dire le PC, c'est-à-dire le code de la tâche qu'il va exécuter. Le SP, ça veut dire la pile où il va sauvegarder les variables locales de cette tâche. Donc, qui est-ce qui va s'occuper de charger le contexte, de changer le contexte, et ainsi de suite? C'est le scheduler. Donc voilà. Donc ça, on a déjà vu ça dans le premier chapitre, mais brièvement. Mais là, j'ai détaillé un petit peu le fonctionnement du gestionnaire de tâches avec la notion de scheduler et la notion de répartiteur, de dispatcher. Donc maintenant, la dernière partie de cette vidéo, va concerner la description de 3 algorithmes d'ordonnancement. Et pour cela, je vais rappeler les règles, les notations et les hypothèses qui seront utilisées. Premièrement, la contrainte qu'on doit toujours vérifier pour un algorithme est sa capacité à garantir le respect des échéances des différentes tâches. C'est-à-dire, s'il doit gérer 5 tâches, il faut que les 5 tâches respectent leurs deadlines respectifs. Ça, c'est la première contrainte. Deuxièmement, l'ordonnancement dépendra des caractéristiques des tâches, c'est-à-dire l'algorithme dépendra des caractéristiques des tâches. Est-ce qu'ils sont indépendantes ou dépendantes? Est-ce qu'ils sont périodiques ou apériodiques? Est-ce qu'ils partagent des ressources? Donc, toutes ces caractéristiques vont influencer dans nos choix de l'ordonnancement et de l'algorithme. Alors, dans le cadre de nos algorithmes, on va utiliser dans les 3 algorithmes qu'on va voir. On va utiliser les notations et les hypothèses suivantes. Premièrement, TI, on a vu, ça va représenter une tâche. CI, ça va représenter son temps d'exécution. PI, ça va représenter sa période. DI, ça va représenter son délai critique. Alors, la première hypothèse, c'est que toutes les instances d'une tâche périodique sont activées à une période constante, c'est-à-dire la période ne changera pas pendant l'exécution, l'ordonnancement. Deuxième hypothèse, donc ils auront le même temps d'exécution et le même délai critique durant tout le processus. Et la troisième hypothèse, ils seront indépendants. Ça veut dire les algorithmes qu'on va voir, ils vont gérer des tâches qui sont indépendantes. Il n'y a pas de dépendance entre eux. Alors maintenant, quel est le paramètre qu'on va calculer pour vérifier cette contrainte? C'est-à-dire vérifier est-ce que les échéances sont respectées pour les différentes tâches. Alors il y a un paramètre qu'on calcule qu'on appelle le facteur d'occupation. C'est-à-dire c'est la fraction de temps où le processeur sera occupé à exécuter les tâches. Alors pour une tâche donnée,
la fraction de temps nécessaire à son exécution, c'est CI, c'est-à-dire son temps d'exécution sur sa période. Si on a n tâches, alors le facteur d'occupation totale de ces tâches, c'est la somme des CI sur PI. Donc là, c'est un paramètre important qu'on va calculer à chaque fois pour vérifier cette contrainte. Est-ce que les échéances sont respectées? Alors, commençons par le plus facile des algorithmes, à savoir le RMA, ça veut dire Algorithm Rate Monotonic Priority Assignment. C'est-à-dire que c'est un ordonnanceur à priorité fixe, mais selon la période. À taux monotone, c'est-à-dire qu'il est basé, la priorité, elle est basée sur la période des tâches. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Premièrement, c'est un algorithme statique, c'est-à-dire les priorités seront fixées au départ, avant le lancement du noyau, et ils ne vont pas changer pendant l'exécution de l'application. Deuxième hypothèse, c'est un algorithme qui est uniquement applicable aux tâches à échéance sur requête. Si vous vous rappelez bien, ce type de tâche, le deadline, c'est en même temps la période de la tâche. C'est-à-dire si la tâche ne vérifie pas cette condition, elle ne pourra pas être gérée par ce type d'algorithme. On va voir des exercices où on va prendre des tâches qui ne sont pas à échéance sur requête, et là, vous voyez bien, on verra bien que le RMA ne pourra pas les ordonnancer. Maintenant, la priorité. La priorité des tâches est fixée en fonction de la période on a dit. La règle, c'est ça. Plus la tâche a une période petite, plus sa priorité sera haute. Donc, faible période, priorité élevée. C'est ça la règle. Et quatrième caractéristique de cet algorithme, c'est que c'est un algorithme préemptif. Ça veut dire il y aura la préemption pour les tâches qui sont de plus haute priorité. Si une tâche de faible priorité est en train, je rappelle ça, si une tâche de plus faible priorité est en train d'être exécutée et qu'une autre tâche de plus haute priorité devient prête, alors il y a préemption, c'est-à-dire on arrête la tâche de faible priorité qui était en cours d'exécution et on démarre la tâche de haute priorité. Et on va revenir à celle qui était en cours une fois la tâche de haute priorité finie. Maintenant, du point de vue calcul, pour vérifier la contrainte. La condition nécessaire, il faut que le taux d'occupation qu'on va calculer, c'est-à-dire CI sur P, la condition nécessaire, il faut qu'il soit inférieur à 100%. Donc, c'est normal. Donc, il faut qu'il soit inférieur à 100%. Alors, pour vous donner une idée sur c'est quoi ce taux d'occupation, donc on va démarrer le gestionnaire de tâches de Windows. Je viens de démarrer le gestionnaire de tâches de mon PC par exemple, donc ça c'est le taux d'occupation de mon processeur à cet instant, donc il est de 47%. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait la somme des CI sur PI correspondant aux différentes tâches. Et bien sûr, quand vous entendez que votre ventilateur fonctionne et que le processeur est surchargé, vous n'avez qu'à vérifier ici, vous trouverez que son taux d'occupation, il va avoisiner les 100%. C'est pour ça qu'il commence à surchauffer. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par taux d'occupation. Comme on a vu, il faut que ce taux d'occupation soit inférieur ou égal à 100%. Première condition. Ça, c'est la condition nécessaire. Maintenant, il y a une condition suffisante. Donc, la condition suffisante, c'est que ce facteur d'occupation, c'est-à-dire la somme des CI sur P, doit être inférieur à n fois 2 à la puissance 1 sur n moins 1, avec n le nombre de tâches qui sont gérées par l'algorithme. Donc, pour une infinité de tâches, c'est-à-dire n tend vers l'infini, on aura un taux d'occupation de 69%. C'est-à-dire si le taux d'occupation est inférieur à 69%, ça veut dire toutes les tâches, donc on va comment dire, on va respecter les échéances, le deadline de toutes les tâches. Alors nous, donc, dans les exercices, on verra en général soit 2, soit 3 tâches. Dans le cas pour n égale à 2, alors le taux d'occupation doit être, la condition nécessaire bien sûr, doit être inférieur ou égal à 82,8%. Pour le cas de 3 tâches, le taux d'occupation doit être inférieur à peu près à 78%. Donc ce sont les deux valeurs avec lesquelles généralement on va travailler avec ça, vu qu'on va traiter généralement 3 tâches. Donc il faut la condition nécessaire
il faut que le taux d'occupation soit inférieur à 78%. D'accord. Maintenant, regardons un exemple. Donc là, on rappelle les paramètres de la tâche. Donc voilà, prenons notre premier exemple. On a 3 tâches. Ils sont à échéance sur requête. C'est-à-dire la période, c'est en même temps le deadline. Donc première tâche, T0, durée d'exécution 2, période et deadline 6. Deuxième tâche 3, 8. Et troisième tâche T2, 4, 24. Donc on va essayer de calculer le facteur d'occupation, donc U. Donc 2 sur 6 plus 3 sur 8 plus 4 sur 25. On voit que c'est 87,5%. Donc la condition nécessaire, elle est vérifiée. Ce taux d'occupation est inférieur à 100%. Mais vous vous rappelez bien, pour 3 tâches, la condition suffisante, il faut que ce taux d'occupation soit inférieur à 78% pour 3 tâches. Et on voit bien qu'ici, la condition nécessaire est vérifiée, mais la condition suffisante n'est pas vérifiée. Mais ce n'est pas une raison pour conclure que le système n'est pas ordonnancé. La seule condition qui permet de faire cette conclusion, c'est si le taux d'occupation est supérieur à 100%, c'est-à-dire la condition nécessaire n'est pas vérifiée. Là, voilà, on dit que ces tâches-là ne peuvent pas être ordonnancées par cet algorithme. On essaie de trouver des solutions. Soit on diminue le temps d'exécution, donc il y a un travail où on va voir les solutions qu'on peut adopter pour corriger ce problème. Mais si la condition nécessaire est vérifiée, mais la condition suffisante n'est pas vérifiée, là, on fait ce qu'on appelle une représentation. Donc, on va représenter le flux temporel des différentes tâches. Et on va voir, selon la représentation de ce flux, on va voir est-ce que les deadlines sont respectés. Maintenant, la durée de la représentation temporelle, en général, elle va durer de 0 jusqu'à le plus petit multiple commun des périodes. Et là, le plus petit multiple commun des périodes, dans ce cas-là, c'est 24. Donc, on va s'arrêter à 24 cycles d'horloge. Si au bout de 24 cycles d'horloge, toutes les échéances et toutes les deadlines ont été respectées, là, on va conclure que le système est ordonnançable. Sinon, on va conclure l'inverse. Donc, on va faire ensemble, donc on va essayer de démontrer ensemble est-ce que le système est ordonnançable ou non en représentant ce flux temporel. On a nos 3 tâches. Donc, la première étape, c'est qu'on va essayer de chercher la priorité. La priorité. Donc, la priorité. Donc, puisque c'est un algorithme RMA, donc on a dit qu'il se base sur la période. Plus la période est faible, plus la priorité est élevée. Donc, d'après ça, donc, la période de T0 c'est 6, celle de T1 c'est 8, celle de T2 c'est 24. Donc, celle-là sera la priorité 1, c'est la priorité 2 et c'est la priorité 3. Voilà, première étape. Deuxième étape, pour le flux temporel, la représentation des tâches, il est préférable de le représenter dans l'ordre de leur priorité. Par exemple, ici T0, c'est la tâche la plus prioritaire, c'est celle avec laquelle je vais commencer. Je vais commencer par T0, puis celle qui la suit dans l'ordre de priorité, c'est T1, puis T2. Alors, je sais que le plus petit multiple commun pour moi, c'est 24. Donc, mon étude temporelle doit durer minimum 24 cycles d'horloge. Donc, je vais choisir ici 5 par exemple. 5 cycles d'horloge. Donc là, ce sera 10, 15, 20 et 25. Donc, je m'arrête ici. Alors, je commence l'étude temporelle. Et là, on va considérer le cas le plus défavorable, c'est-à-dire les tâches se réveillent en même temps. Les tâches vont se réveiller en même temps. Alors, avant de faire l'ordonnancement, on va essayer pour chaque tâche de représenter son deadline et sa périodicité. Donc, on sait que ce sont des tâches à échéance sur requête. Donc, la première période, sa période, c'est 6. Je m'excuse, pour la première tâche, T0, la période, c'est 6. Et c'est en même temps son deadline. Donc, c'est son deadline. Et c'est sa période, 6. Donc,
Au bout de 6, deuxième instance. Donc après, on aura 12. Une instance va commencer à 12. Puis 18. Puis 24. Et je m'arrête. Maintenant, pour T1, la période c'est 8. Donc au bout de 8 cycles d'horloge, il y a une instance qui va commencer. Après, au bout de 16, une autre instance. Et au bout de 24, la dernière instance. Je m'arrête. Alors la dernière tâche, sa période c'est 24, donc ça sera une seule instance. Et je commence le traitement. Donc les trois tâches se sont réveillées en même temps, à l'instant t égale à 0. Donc c'est la plus prioritaire qui va démarrer. Et vu notre classement, c'est la tâche 0. Donc elle va démarrer. Son temps d'exécution c'est 2. Donc elle va s'exécuter 2 cycles d'horloge. Et on va attendre qu'elle se réveille encore une fois. C'est-à-dire au bout de ici. Avant ça, donc au bout de 2 cycles d'horloge, je donne la main à T1 et T2. Puisque T1 est la plus prioritaire, c'est elle qui va démarrer cette fois. Et son temps d'exécution, c'est 3 cycles d'horloge. Il va finir au bout de 5 cycles d'horloge. Il va commencer à 2. Maintenant, au 5e cycle d'horloge, je peux donner la main à T2, qui peut commencer son exécution. Mais là, dès qu'il s'exécutera un seul cycle d'horloge, il y a la tâche T0 qui vient de se réveiller une deuxième fois. Ici. Et puisqu'il s'est réveillé une deuxième fois, et puisqu'il est plus prioritaire, et puisque l'algorithme RMA qu'on est en train de voir est préemptif, donc il va arrêter la tâche T2 qui n'a pas encore terminé son exécution. Pourquoi elle n'a pas terminé? Parce qu'elle a besoin de 4 cycles d'horloge. Donc il va l'arrêter pour donner la main à la tâche T0. 2 cycles d'horloge. Dès qu'il finit, on voit bien que T1 vient de se réveiller. Donc ce n'est pas encore le temps d'exécuter T2. Donc je donne la main à T1, puisqu'il s'est réveillé et qu'elle est plus prioritaire que T2. Elle aussi va s'exécuter 3 cycles d'horloge. Jusqu'au... Il a commencé au 8e, oui. Jusqu'au 11. Au 11e cycle d'horloge, je peux redonner la main à T2. Mais là aussi, il va s'exécuter un cycle d'horloge. Donc, il va s'exécuter un seul cycle d'horloge. Donc là, elle s'est exécutée un, là, elle s'est exécutée un cycle. Et au 12e cycle d'horloge, T0 se réveille encore une fois pour la troisième fois. Donc, il va arrêter T2 par l'appréhension et s'exécute. Là, quand elle va finir, on se rend compte que T1 ne s'est pas encore réveillé, donc je donne la main à T2. Et là, elle va finir avec les 2 cycles qui lui manquent pour compléter 4. 1 plus 1 plus 2, c'est 4. Donc, il a fini, on ne va pas en parler jusqu'à la prochaine instance. Maintenant, le match va rester entre T1 et T0. Donc là, au 16e cycle d'horloge, T1 se réveille, je lui donne la main. C'est 3 cycles d'horloge, mais elle va s'exécuter uniquement 2 et s'arrêter par préemption, vu que T0 s'est réveillé. Je lui donne la main pour à la fin revenir terminer le cycle qui manque pour T1. Et là, on voit bien que chacune des tâches n'a jamais dépassé son délai, son deadline à chaque fois qu'il s'est réveillé, donc pour chaque instance. À chaque instance, on a respecté les deadlines. Pour le vérifier, il suffit de calculer le temps de réponse. Le temps de réponse de cette tâche, ça a toujours été 2 cycles d'horloge. Dès qu'elle s'est réveillée, elle a commencé son exécution. Et ce qui dure 2. Pour T1, la première instance, elle s'est réveillée à l'instant 0, mais elle n'a fini son exécution qu'à l'instant 5. Donc 5 cycles d'horloge. Pour la deuxième fois,
il a pris uniquement 3 cycles d'horloge parce qu'elle s'est réveillée au 8 et il a fini au 11. Pour la troisième instance, il a commencé au 16e cycle d'horloge, il a fini au 21e, donc 5 cycles d'horloge. Donc je prends le pire des cas, et le pire des cas, c'est 5 cycles d'horloge, le temps de réponse. Pour la troisième tâche, elle s'est réveillée, je m'excuse, à l'instant 0, et elle a fini ici, c'est-à-dire au 16e cycle d'horloge, c'est-à-dire le temps de réponse, c'est 16 cycles d'horloge. On voit bien que pour la première période, pour la première tâche, le deadline c'est 6, ça fait inférieur à 6. Pour la deuxième tâche, deadline c'est 8, inférieur à 8, donc pas de problème. Et 24 pour la troisième, ça c'est inférieur à 24. Donc on peut conclure que le système est ordonnançable. Voilà pour cet exemple concernant l'algorithme RMA. L'algorithme RMA, donc on va essayer de voir un deuxième exemple avec ces 3 tâches. Donc première étape, on va essayer de calculer le taux d'occupation. Donc le U, c'est la somme des CI sur PI, ça veut dire 2 sur 10 pour la troisième tâche, plus 2 sur 5 pour la deuxième, plus 3 sur 20 pour la première. Donc une fois calculé, on tombe sur U égale à 75%, qui est inférieur à N fois 2 à la puissance 1 sur N moins 1, pour N égale à 3, qui est égal à 78%. Donc là, on peut dire que c'est OK. La condition nécessaire est vérifiée, donc le système il est ordonnançable. On n'a pas besoin de représenter des flux temporels. Mais pourtant, on va essayer de le représenter pour un petit peu se faire la main, même si ce n'est pas nécessaire. Dans ce cas-là, la condition nécessaire est vérifiée, donc le système est ordonnançable, donc on va le représenter quand même comme j'ai dit, comme exemple. Première étape pour pouvoir le représenter, c'est rechercher la priorité. Puisque c'est un RMA, donc la priorité se base sur la période. La période la plus faible, c'est 5. Donc ça, la tâche la plus prioritaire sera T1, suivi de T2, puisque sa période, c'est 10. Et à la fin, c'est T0. Et là, comme je vous ai dit, on va faire le flux temporel en respectant la priorité. Puisque c'est T1 la plus prioritaire, je vais commencer par T1, puis suivi de T2 et suivi de T3. Après, je vais rechercher le plus petit multiple commun ici, c'est 20. Donc ça veut dire mon analyse doit durer minimum 20 cycles d'horloge pour conclure. Est-ce que le système est ordonnançable? Dernière étape, je montre les deadlines et les différentes tâches en considérant que le pire des cas, il démarre en même temps, il se réveille en même temps. Donc première tâche, T1, sa période c'est 5. En même temps, c'est son deadline et sa période. C'est-à-dire ce sont des tâches à échéance sur requête. Donc, il y aura ici 4 ou 5 instances. Pour T2, la période de T2, c'est 10. Donc 2 instances. Et la période de T3, c'est 20. Donc une seule instance. Maintenant, je commence l'ordonnancement. C'est T1 la plus prioritaire, c'est T qui commence. Je m'excuse ici, c'est pas T1, c'est T1, T2, et là, c'est pas T3, c'est T0. C'était la tâche la moins prioritaire. Donc T1, son temps d'exécution, c'est 2 cycles d'horloge, c'est elle qui commence. Elle donnera la main à T2, qui elle-même va s'exécuter 2 cycles d'horloge. Vous remarquerez que dans une instance, ici pour T2, dès qu'elle a fini l'exécution, je ne vais plus en parler jusqu'à ce que la deuxième instance se réveille. Donc T2, je ne vais plus en parler, je passe à T0.
T0, c'est 3 cycles d'horloge. Elle va faire un cycle d'horloge. Elle va s'arrêter. Pourquoi? Parce que T1 s'est réveillé et T1 est plus prioritaire, donc elle fera 2 cycles d'horloge. Je ne parle toujours pas avec T2 parce que son échéance n'est pas encore arrivée, ça veut dire sa deuxième instance. C'est-à-dire au bout du 7e cycle d'horloge, je peux revenir à T0 pour la terminer en 2 cycles d'horloge. Et là, vous voyez bien qu'il y a un vide ici, c'est-à-dire aucune tâche ne s'exécute. C'est-à-dire le système est largement ordonnançable. Je continue parce que je ne peux pas conclure jusqu'au plus petit multiple commun. Donc là, c'est T1 et T2 se sont réveillés en même temps. C'est T1 qui va démarrer en premier. Bien sûr, à partir de cet instant-là, je ne parle plus avec T0 parce que je dois attendre son deuxième instance. Donc T1 démarre, puis T2 juste après 2 cycles d'horloge. Je ne parle plus avec T2 et il y a la dernière instance de T1, donc c'est OK. Le système est ordonnançable largement. On a fait ça uniquement comme exemple, comme deuxième exemple. Mais comme j'ai dit, si la condition nécessaire est vérifiée, ça y est, je conclus que le système est ordonnançable. Alors maintenant, on va passer à un deuxième algorithme qui est moins contraignant. Pourquoi moins contraignant? Parce que concernant le RMA, sa principale contrainte, c'est que les tâches sont à échéance sur requête. C'est-à-dire la période, c'est en même temps, le deadline, c'est en même temps la période. Alors, le deuxième algorithme, c'est le DMA, algorithme deadline. C'est pas rate, mais deadline, monotonic priority assignment. C'est un ordonnancement qui est basé, je m'excuse, sur le délai critique et pas sur la période. C'est toujours un ordonnancement à priorité fixe. Donc, algorithme statique, c'est-à-dire les priorités des tâches seront fixées au départ, avant le lancement du noyau, du scheduler, du système, et ils ne vont pas changer pendant l'exécution. Deuxième chose, c'est un algorithme préemptif comme le RMA, mais il est général, c'est-à-dire c'est pour DI inférieur ou égal à PI, donc tâche périodique. Et le dernier point, c'est que la priorité elle est basée sur le délai critique, ça veut dire plus l'échéance est petite, le délai critique est proche, plus la priorité est grande. Alors là, pour les calculs, alors c'est toujours le taux d'occupation, la condition nécessaire ne change pas. CI sur PI inférieur à 100%, mais la condition suffisante change. Maintenant, c'est la somme des CI sur DI pour la condition suffisante, c'est-à-dire le temps d'exécution sur le délai critique cette fois. Lui aussi doit être inférieur comme la même formule pour les RMA, c'est n de la puissance 1 sur n moins 1. Donc, condition nécessaire, CI sur PI et condition suffisante, CI sur D. La même chose. On va voir un exemple. Donc, on résume le RMA. Des choses qui sont communes avec le RMA, c'est que c'est un algorithme statique et il est préemptif. Les seules choses qui sont en commun. Mais par contre, pour le RMA, il faut que les tâches soient à échéance sur requête DI sur PI, ce qui n'est pas le cas du DMA. Seule condition, c'est que la tâche soit périodique. DI inférieur à PI ou DI égal à PI. Et deuxième différence, c'est que la priorité elle est basée sur le délai critique et pas sur la période comme RMA. Donc, pour la validité de la contrainte de vérification des délais critiques, de respect des délais critiques, il faut que la condition nécessaire, comme j'ai dit, U inférieure à 100%, et la condition suffisante, ça concerne les CI sur D. Donc maintenant, on va voir un exemple. On va prendre ces trois tâches. Donc, on va essayer de calculer la somme des CI sur PI, taux d'occupation, 87,5%. Donc la condition nécessaire est vérifiée. Maintenant, la condition suffisante. La somme des CI sur DI. Elle doit être inférieure, on a vu pour n égale à 3, elle doit être inférieure à 78%. Là, on a trouvé 135%. C'est-à-dire condition nécessaire vérifiée, mais condition suffisante n'est pas vérifiée. Là, la même chose, on va représenter le flux temporel des différentes tâches pour valider si le processus est ordonnançable oui ou non. Donc, on va le faire comme on a fait pour l'algorithme
RMA. Voilà, donc dans notre exemple, je l'ai repris ici, donc notre algorithme cette fois c'est DMA. Donc on va essayer maintenant de les classer par ordre de priorité. Mais on va se baser dans ce cas-là sur le délai critique, c'est-à-dire l'échéance. Plus l'échéance est faible et courte, plus la priorité est élevée. Donc ici c'est T1 qui est la plus prioritaire, suivi de T0, puis de T2. Voilà l'ordre des priorités de ces tâches en se basant sur le DMA. Maintenant pour le flux temporel, donc on va commencer par T1 qui est la plus prioritaire, suivi de T0, puis T2. Pour le départ, la même chose qu'on a fait pour RMA, ça veut dire les tâches se réveillent en même temps. Alors là, il y a une petite différence, c'est que l'échéance, deadline, n'est pas égal à la période. Donc, pour faciliter un petit peu le truc ou pour vous donner, comment dire, une procédure de travail qui est normalisée, on commence d'abord par représenter les périodes, puis les deadlines. Par exemple, T1. T1, sa période, c'est 8. Ça veut dire, là, je sais que le plus petit multiple commun, ce sera 24. J'ai oublié. La première chose, c'est le plus petit multiple commun pour savoir la durée de traitement qu'on va tester. 10, 15, 20, 25. Donc, je m'arrête ici. Donc, comme j'ai dit, P1, c'est période 8. Donc, ça veut dire les 8. Deuxième instance, 8. Troisième instance, 16. Quatrième instance, 24. Maintenant, pour chaque instance, il y aura, pour chaque instance pour la tâche 1, il y aura une échéance de 4, deadline de 4. Donc pour la première instance, elle commence ici, son deadline sera ici, 4. Deuxième instance, elle commence ici, son deadline sera ici. Troisième instance, elle commence ici, son deadline sera ici. Et voilà. Je fais la même chose pour les autres tâches. T0, sa période c'est 6. Donc voilà les différentes instances, 6, 12, 18 et 24. Maintenant, pour chaque instance, son deadline c'est 5. C'est la première, elle a commencé ici, donc deadline ici. La deuxième, elle a commencé ici, son deadline est ici. Même chose pour la troisième, la dernière instance. Maintenant pour T2. T2, sa période c'est 24. Voilà. Et son deadline c'est 20. Ça veut dire qu'il va s'exécuter une seule fois durant ces 24 cycles d'horloge. Maintenant, je peux commencer le traitement de l'ordonnancement. Donc on sait que T1 la plus prioritaire, elle va commencer. Sa durée d'exécution, c'est 3 cycles d'horloge, donc elle va durer 3 cycles d'horloge. Au bout de 3 cycles d'horloge, elle donnera la main à T0. T0, c'est 2 cycles d'horloge. Là, on voit que c'est juste. C'est-à-dire, on a respecté deadline, mais limite. Au bout du 5e cycle d'horloge, je peux maintenant donner la main à T2, qui, elle a un temps d'exécution de 4. Donc, je vais démarrer T2. Mais au 6e cycle d'horloge, on voit bien que T0 s'est réveillé une deuxième fois. Donc là, je lui donne la main. T0, sa durée d'exécution, c'est 2 cycles d'horloge. Dès qu'il a fini, on voit bien que T1 s'est réveillé. Donc je vais retarder l'exécution de T2. Et j'exécuterai T1 pendant 3 cycles d'horloge. Au bout du 11e cycle d'horloge, je reviens vers T2 pour la terminer. Mais là aussi, on n'aura pas le temps de la terminer. Elle va s'exécuter seulement un seul cycle d'horloge. Pourquoi? Parce que T0 vient de se réveiller une troisième fois. Je lui donne la main pour 2 cycles d'horloge.
Et là, je peux revenir à T1. Parce que je m'excuse, je peux revenir à T2 parce que T1 ne s'est pas encore réveillé. Donc je reviens à T1, il me manque 2 cycles d'horloge, je termine mes deux cycles d'horloge. Juste au moment où T1 se réveille, donc là, je vais exécuter 2 cycles d'horloge. Je m'arrête. Pourquoi? Parce que T0 s'est réveillé. Mais il ne va pas me déranger parce que vu la préemption, T1 elle est plus prioritaire, donc il va continuer jusqu'à ce qu'elle termine. Et après, je peux donner la main à T0 pour qu'elle s'exécute. Et là, on voit bien que pour toutes les instances, les échéances ont été respectées. Je peux calculer le temps de réponse. Pour la tâche T1, il sera toujours égal à 3 parce qu'elle s'est exécutée. À chaque fois, elle s'exécute dès qu'elle se réveille. Pour la tâche 0, le pire des cas, c'était la première instance. Elle s'est réveillée à l'instant 0 et elle s'est exécutée au 5e cycle d'horloge. Le pire des cas. Les autres, la deuxième fois, la deuxième et la troisième fois, elle a mis 2 cycles d'horloge pour s'exécuter. Et la quatrième fois, elle a mis 3 cycles d'horloge pour s'exécuter. Donc le pire des cas, c'était la première fois où elle a mis 5 cycles d'horloge. Donc le temps de réponse, c'est 5. Et pour T2, il a fini au bout de 16 cycles d'horloge. Donc le temps de réponse, c'est 16. Donc le système, il est ordonnançable. Voilà pour cet exemple concernant l'algorithme TMA. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Donc on va essayer de vérifier la condition nécessaire et la condition suffisante. Ça veut dire, au départ, on va essayer de calculer la somme des CI sur PI pour la condition nécessaire. Donc ça veut dire on aura U égale à 3 sur 20 plus 2 sur 5 plus 2 sur 10. Ça, c'est la somme des CI sur PI. Si on fait les calculs, on va trouver 75%. Donc la condition nécessaire est vérifiée. Maintenant, on va faire la somme des CI sur DI cette fois. C'est-à-dire 3 sur 7 plus 2 sur 4 plus 2 sur 9. C'est-à-dire la somme des CI sur DI pour la condition nécessaire, qui doit être inférieure à 78%. On trouve 115%. Donc, condition nécessaire, ok, mais condition suffisante n'est pas vérifiée. Donc, on passe au flux temporel des différentes tâches. Alors, comme d'habitude, on va essayer de les classer par ordre de priorité avant de commencer. Et là, c'est l'échéance on va se baser sur l'échéance, puisque c'est un TMA. Donc, T1 est l'échéance la plus courte, la plus prioritaire. Donc, suivi de T0, puis T2. Donc, on vient ici au niveau des chronogrammes. Donc, on va commencer par T1, suivi de T0, suivi de T2. On va considérer le pire des cas, il se réveille en même temps. On va commencer par, comme on avait l'habitude de faire, premier exemple, les périodes. Donc, T1, sa période, c'est 5. Donc, elle aura une période de 5. J'ai oublié de rechercher le plus petit multiple commun de ces trois-là, c'est 20, donc ça sera 5. Logiquement, c'est la première chose qu'on doit faire pour savoir où va finir notre étude temporelle. Donc 20. Alors 5 et deadline c'est 4 pour chaque instance. On aura 4 comme deadline. Maintenant pour T0, la période c'est 20. Il s'exécutera une seule fois et son deadline c'est 7.
Elle commence ici, son deadline c'est 7. Pour T2, sa période c'est 10. Et on voit bien qu'elle a une période qui est plus faible que T0. Pourtant, elle n'est pas prioritaire. Pourquoi? Parce que son deadline à elle, c'est 9, son deadline. La première instance, il a commencé à 0, donc deadline à 9. Deuxième instance a commencé, il s'est réveillé à l'instant 10, son deadline c'est 19. Maintenant, je peux commencer l'ordonnancement. T1 commence l'exécution, son temps d'exécution c'est 2. Quand elle s'arrête, je passe à T0. Son temps d'exécution c'est 3. Dès qu'elle finit, je ne peux pas passer à T2. Pourquoi? Parce que T1 s'est réveillé une deuxième fois. Donc je lui donne la main. N'oubliez pas que T0, je ne vais plus en parler. Pourquoi? Parce que la prochaine instance, c'est à l'instant T égale à 20. Donc ça y est, c'est fini pour T0. Le match maintenant va continuer entre T1 et T2. La deuxième instance, elle se réveille en même temps que T0, c'est fini. C'est terminé. Donc je commence T1, je recommence une deuxième fois T1 pendant 2 cycles d'horloge. Là, quand elle finit, je peux revenir à T2. T2, son temps d'exécution, c'est 2 cycles d'horloge. Juste. Pendant cet instant-là, je ne vais rien faire. Jusqu'à l'instant 10. Là, T1 se réveille en même temps que T2. T1 est plus prioritaire. Je commence par T1, 2 cycles d'horloge. Puis je reviens à T2, 2 cycles d'horloge. Là, je ne parle plus à T2, avec T2 jusqu'à l'instant 20, la prochaine instance. Entre-temps, T1 s'est réveillé, donc je vais l'exécuter une dernière fois. Donc on voit bien que le système il est ordonnançable, puisque toutes les échéances ont été respectées. Et je peux là aussi calculer le temps de réponse. Ici, le temps de réponse, ça a été toujours 2 cycles d'horloge. Ici, le temps de réponse, c'est 5 cycles d'horloge. Et c'est exécuté une seule fois. Ici, le pire temps de réponse des deux fois, c'était la première fois. Il a commencé ici pour T2 à l'instant 0, il a fini à l'instant 9. Le pire des cas. Parce que pour la deuxième fois, il a commencé à l'instant 10 et il a fini à l'instant 4. Donc, c'est 4 cycles d'horloge. Donc, voilà pour ce deuxième exemple concernant l'algorithme TMA. On va voir le troisième algorithme qui est un petit peu, qui est plus compliqué, mais qui prend en compte aussi bien les tâches périodiques que les tâches non périodiques, donc à savoir le EDF, Earliest Deadline First. Donc ça veut dire le deadline, le premier deadline le plus proche. On va voir qu'est-ce que c'est sa signification. Donc le premier deadline le plus proche. Alors, premièrement, très grande différence. C'est un algorithme dynamique, ça veut dire les priorités des tâches ne sont pas fixes durant l'exécution. Au départ, donc ils ne sont pas fixés au départ, ils vont changer au fur et à mesure de l'exécution de l'application. Donc c'est un algorithme dynamique. Du point de vue préemption, pas de problème, donc il est toujours préemptif, mais il est plus général. Il gère les tâches aussi bien périodiques qu'apériodiques. La priorité des tâches est fixée par l'échéance. On peut se dire que c'est proche de TMA, mais là, non. Donc là, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'une tâche est réveillée, ça veut dire se réveille, devient prête. L'ordonnanceur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même se réveiller, il va réévaluer les tâches qui sont prêtes, il va sélectionner à ce moment-là celles ayant l'échéance la plus proche. À chaque fois qu'une tâche se réveille, on arrête ce qu'on est en train d'exécuter, l'ordonnanceur arrête ce qu'il est en train d'exécuter, réévalue les différentes tâches et regarde, il va exécuter la tâche qui a l'échéance la plus prête. Donc on va voir ça dans un exemple, dans quelques instants. Alors pour les conditions, là, si les tâches sont à échéance sur requête, la condition suffisante et nécessaire devient U, CI supérieur inférieur à 100%. Si les tâches, dans les autres cas, il faut que la somme des CI sur P, la condition nécessaire, c'est CI sur P inférieur à 1%.
c'est-à-dire 100%. Et pour les tâches qui ne sont pas périodiques, il faut que CI sur TI soit inférieur à 100%. C'est-à-dire, la règle générale, c'est 100%. Aussi bien pour la condition suffisante que pour la condition nécessaire. Donc maintenant, pour mieux comprendre, on va essayer de prendre cet exemple-là. On peut pas, il n'y a pas de, on va essayer directement d'essayer de faire son flux temporel des différentes tâches. Ici, on voit bien on a pris le cas des tâches à échéance sur requête, c'est-à-dire la période représente le deadline. Et on va voir comment elle sera ordonnançable par cet algorithme EDF. Puisque maintenant c'est l'algorithme EDF, je ne peux pas fixer la priorité dès le départ, comme on faisait ça, comme on faisait pour DMA et le RMA. Donc les priorités seront dynamiques, ils vont changer au fur et à mesure de l'exécution du processus. Donc je vais commencer par T0, T1, T2, comme c'est représenté dans le tableau. Ce sont des tâches à échéance sur requête. On va considérer le cas le plus défavorable, ils se réveillent en même temps. Alors pour T0, sa période et son deadline, c'est 5. Donc là, d'abord si on calcule, parce qu'ils sont à échéance sur requête, on calcule la somme des CI sur PI. Et là, on va trouver que c'est inférieur à 100%. Donc logiquement, la condition nécessaire et la condition suffisante sont vérifiées, donc c'est OK. Mais on fait le flux temporel uniquement pour montrer comment ça marche, ce type d'ordonnancement. On va choisir logiquement multiple commun, ça sera à peu près, je pense, 35 ou 40. Donc moi, je vais faire l'utile uniquement, par exemple, sur les 20 premiers cycles d'horloge. Et je vais m'arrêter. Vu que je sais déjà que le système il est ordonnançable. Donc T0, sa période c'est 5. Et c'est en même temps les deadlines, puisque ce sont des tâches à échéance sur requête. D'accord. Pour T1, la période c'est 7. Donc il y aura une instance à 7, puis une autre à 14, et la dernière à 21. Et T2 c'est 10, période 10, donc instance 10 et l'autre à 20. Maintenant, regardons comment ça marche. Donc à l'instant t égale à 0, les trois tâches se sont réveillées. Donc qu'est-ce que je recherche? Je recherche l'échéance la plus proche. Et on voit bien que c'est celle de T0. C'est la plus proche par rapport aux trois autres. Donc je commence par T0. 2 cycles d'horloge et je m'arrête. Une fois que je m'arrête, je réévalue les deux tâches qui restent et je vois que T1, le deadline de T1 est plus proche de T2, donc je travaille avec T1, 3 cycles d'horloge. Là, on voit bien que T0 s'est réveillé une deuxième fois. T1, T2, je ne l'ai pas encore exécuté. Et on voit bien que les deux deadlines de T0 et T1, tous les deux arrivent en même temps. Donc là, je dois logiquement commencer par T0 ou commencer par T2. Je dois être capable de commencer par les deux tâches et vérifier dans les deux cas que le système restera ordonnançable. Mais en général, on commence par la tâche dont le coût est plus élevé. Donc si je compare T0 avec T2, c'est T0 qui est le coût le plus élevé. Donc je commencerai par T2, par T0, 2 cycles d'horloge. Puis je reviens à T2, un cycle d'horloge. Si j'avais fait l'inverse, les deadlines seront toujours respectés. Là, il y a un petit problème, j'ai oublié un petit truc. Donc, quand j'ai fini avec T0, on a vu que T1 s'est réveillé. Mais il ne va pas créer un problème, vu que son échéance est très loin par rapport à celle de T2. Donc, puisque T2, elle possède l'échéance la plus proche, donc même si T1 s'est réveillé ici, donc je vais donner la main à T2. Un cycle d'horloge, et je reviendrai à T1 pour l'exécuter. 3 cycles d'horloge, donc j'exécute 2 cycles d'horloge.
À l'instant t égale à 0, à t égale à 10, t0 s'est réveillé. Là, je m'arrête. Je réévalue. Quand je réévalue, je vois que l'échéance de t0 c'est 15. Par contre, celle de t1 c'est 14. Donc, je continue avec t1. 3 cycles d'horloge. Et je reviens. Ah non, attends. Regardez ici. C'est pas uniquement T0 qui s'est réveillé. T0 s'est réveillé et même T2 s'est réveillé. Donc l'échéance de T0 c'est à T égale à 15. L'échéance de T2 c'est T égale à 20. Donc ça ne changera rien vu que T1 est l'échéance la plus proche des trois. Donc je vais terminer avec T1. Quand je terminerai avec T1, il me reste T0 et T2. Je donnerai la main à T0 vu que son échéance est à l'instant 15 et celle de T2 à l'instant 20. Donc 2 cycles d'horloge. Et je reviens vers T2. Donc là, T1 s'est réveillé. Je vais l'exécuter. Un cycle et je m'arrête. T0 s'est réveillé une troisième fois ou une quatrième fois. Son échéance pour T0 c'est l'instant 20 et l'échéance de T1 qui a déjà commencé, c'est 21. Donc je donnerai la main cette fois à T0 vu que son échéance est la plus proche. Donc j'arrête T1, j'exécute T0 et je reviens terminer T1. Et ainsi de suite. Donc on voit bien que le système est ordonnancé, mais l'algorithme il est un petit peu compliqué par rapport aux autres vu que à chaque fois la priorité a changé. Donc au départ c'était T0, après T1 a pris la priorité, après T2, donc la priorité change au fur et à mesure de l'exécution du système. Ce qui est important, c'est à chaque réveil, je m'arrête et je réévalue les deadlines pour prendre la décision de la tâche qui va s'exécuter. Voilà, donc c'est fini pour cette deuxième vidéo. Donc la prochaine vidéo portera sur la correction des TD concernant les deux premiers chapitres.